Bonjour à vous, je m'appelle Dominique Garand. Je suis professeur au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal. Je vous propose qu'on parle du Québec polémique. Je ne sais pas si vous en avez eu goût, mais c'est ce dont il sera question dans quelques minutes avec Nathalie pendant une demi-heure environ à l'émission Mot à mot. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102,3 FM. Vous êtes en compagnie de Nathalie Turgeon au compte à rendre à la chronique Mot à mot. Alors aujourd'hui, jeudi matin, on est le 10 avril, alors avec un début de semaine assez flamboyant. Ce matin, donc, on va être en compagnie de quelqu'un d'assez exceptionnel. Vous allez voir, je vais vous présenter cette personne-là d'ici quelques minutes. Peut-être seulement revenir sur le fait qu'à notre dernière rencontre, on était en présence de Cassie Bérard. Vous vous souvenez, là, d'Autres fantômes aux éditions Druide. Alors, ça avait été une entrevue assez intéressante. En studio avec nous ce matin, alors, bonjour Marc-André Lavoie. Comment allez-vous en ce beau jeudi? Ben bon matin à toi. Donc, oui, ça va très bien. On avait d'ailleurs parlé un petit peu avec la collègue de Yvon d'historique de l'émission, puis de domaine de la radio communautaire au Québec dans la première heure. Mais on avait hâte d'entendre ce que David a à dire et ce que M. Garand voulait nous parler, entre autres. On te laisse l'onde. Ben voilà. Alors, ce matin, on a le plaisir de rencontrer Dominique Garand, qui est professeur au département d'études littéraires de l'Université de Montréal, de l'Université du Québec, à Montréal. Il enseigne la rhétorique, c'est pas rien, l'analyse du discours, les théories du polémique et le roman italien. Ah là 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 là. Spécialiste des modes d'écriture, entre autres polémiques, pamphlets, textes littéraires de combat, etc. Il a publié, entre autres, La griffe du polémique à l'Hexagone en 1989, L'état du polémique, nota bene, en 1998, en collaboration avec Annette Hayward, et Portrait aussi de l'agoniste. Alors, il est auteur d'un essai sur la tradition littéraire québécoise. Vous savez, cette semaine, avec les élections et tout, on va probablement toucher à quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi pas? Mais ça ne sera pas le seul sujet. On est toujours dans le même état d'esprit, à savoir qui est l'auteur et qu'est-ce qu'il a bien envie de nous dire, évidemment. Alors, il a aussi écrit Accès d'origine ou Pourquoi je lis encore Groux, Basile et Ferron, chez Urtibise. D'ailleurs, ça a été publié en 2004. Et c'est un ouvrage qui a été couronné du prix Jean-Étier Blais en 2005, finaliste également du prix Spirale Éva Legrand la même année. En 2009, est paru sous sa direction, oui, alors il fait des choses comme ça, en collaboration avec Gilles Dupuis, un ouvrage collectif intitulé Italie-Québec, croisement et coïncidences littéraires. Dominique Garand a été membre du comité de rédaction de la revue Mobius en 1988 à 1992, puis de L'Impossible aussi, de 1992 à 1995. Il collabore régulièrement au magazine culturel Spirale, ainsi qu'à Radio Spirale. Il occupe le poste de directeur des Cahiers du Québec aux éditions Urtibise depuis mars 2008. Alors, ça nous donne un petit peu le portrait, mais en fait, Dominique Garand, c'est bien plus que ça. Bonjour, Dominique Garand. Bonjour, Nathalie Turgeon. Comment allez-vous? Ça va très bien. Oui, en ce jeudi matin, voilà. Alors, Dominique Garand, j'ai sous les yeux, j'ai lu deux de vos ouvrages, en fait. Et on attire particulièrement l'attention sur un Québec polémique, éthique de la discussion dans les débats publics, chez Urtibise, dans les communications de littérature des Cahiers du Québec. Vous avez écrit ça en collaboration avec Laurence Daigneault-Desrosiers et Philippe Archambault. On parle d'éthique de la discussion dans les débats publics. Alors, en ce début de semaine, qui êtes-vous, Dominique Garand? Qui suis-je? Oui, avant tout là, ça. on a déjà défilé une partie de mon curriculum, mais ça reste quand même des choses ponctuelles. Qui suis-je? Alors moi, je suis quelqu'un je suis un littéraire avant tout. Oui. Évidemment, la liste de livres que vous venez de mentionner donne plutôt l'impression de quelqu'un qui est un essayiste, c'est ce que je suis aussi, évidemment. J'ai réfléchi beaucoup à la polémique depuis mes années, à l'époque, quand j'étais étudiant à l'Université de Sherbrooke. J'avais fait un mémoire sur cette question-là. Et j'ai ensuite fait un doctorat aussi qui portait
ça allait au-delà de la polémique en tant que telle qu'on peut la suivre dans les journaux ou dans les médias. Ça parlait beaucoup de littérature, d'écrivains qu'on peut appeler des écrivains de combat ou encore pas des écrivains à thèse, hein, pas des écrivains qui font des romans à thèse, mais des écrivains dont l'œuvre porte une charge combative, c'est-à-dire que ça peut être même le combat contre leurs propres démons, si vous voulez, contre les limites du langage aussi. Et donc, il était question de Louis-Ferdinand Céline dans cette thèse, et aussi de Witold Gombrowicz, qui est mon auteur préféré, si je peux dire. Et auquel j'ai accordé aussi un essai que vous avez mentionné, Portrait de l'agoniste, Gombrowicz. Alors, et puis il y a toute la question aussi du roman italien. C'est un de mes dadas parce que je connais bien l'Italie, j'ai passé quelques années. Alors, j'entretiens mon lien privilégié avec l'Italie de cette façon-là, puisque je peux pas y retourner constamment, mais j'y retourne à travers les textes littéraires. Et donc, j'enseigne aussi, je donne un cours aussi assez régulièrement sur les rapports entre l'histoire des historiens et l'histoire telle que racontée par les romanciers, sur la façon dont on raconte l'histoire. La façon dont on raconte l'histoire ou la façon dont on vit l'histoire aussi, puisque quand on parle de polémique, on est dans le domaine de la perception d'une certaine façon, non? Oui, évidemment, parce que même raconter l'histoire, ça pose une série de problèmes. On s'en rend compte avec tous les débats qui ont cours en ce moment sur l'enseignement de l'histoire. Oui, voilà. Et donc, c'est tout à fait cette question-là qui est soulevée. Comment raconter l'histoire du Québec? Et donc, ça nous indique, le fait qu'il y ait un débat là-dessus, ça nous montre que l'histoire n'est pas neutre. Qu'elle est toujours vue à travers le prisme d'une interprétation. Certains voudraient tirer ça du côté d'un récit nationaliste, patriotique, alors que d'autres voudraient tirer ça du côté dans une vision plutôt pan-canadienne, vous savez. Alors, ici, évidemment, il y a des factions qui s'affrontent. Et pour déterminer qu'est-ce qu'on va enseigner aux jeunes. Parce que l'enseignement de l'histoire a beaucoup évolué aussi avec le temps. Autrefois, on mettait l'accent sur les héros, les grandes figures, et puis des héros qui étaient des modèles aussi, des modèles de vie, des modèles d'action. Aujourd'hui, évidemment, on a délaissé cette manière de faire. Alors ça, c'est une série de questions qui font partie de mes préoccupations, là, à la fois en tant que professeur, et je dirais aussi sous toute réserve, parce que j'ai pas publié de fiction encore, mais il n'en reste pas moins que j'ai quand même une activité d'écriture plus clandestine pour l'instant, mais ça travaille aussi les textes que j'ai pu écrire, qui sont encore dans mes tiroirs. Je reviens sur la question des modèles ou des héros. Alors, avec ce qui s'est passé en début de semaine, puisqu'il faut aborder le sujet, c'est inévitable, avez-vous l'impression qu'on manque de héros présentement au Québec? Est-ce qu'on a besoin de héros? Est-ce que ça crée la polémique d'une certaine façon? On a quelques héros déchus. Oui, d'accord. Alors, non, mais sans blague à part, effectivement, le monde politique d'aujourd'hui, on a eu quelques figures marquantes. Vous savez, on a beaucoup mythifié, je le dis pas dans un sens péjoratif, là, mais la figure de René Lévesque, par exemple, qui reste une figure charismatique. Est-ce que c'est un héros? Lui aussi, c'est un héros déchu, faut pas l'oublier. C'est quelqu'un dont la fin est assez triste quand même. Sur le plan politique. Et, mais est-ce qu'on manque de héros? Je ne sais pas si c'est vraiment ce dont on a besoin, remarquez. Ah bon? Non? Mais là, je vous dis ça, c'est une opinion personnelle. Oui, tout à fait. On est entre nous. C'est pas le prof de littérature qui parle. On est entre nous, là. Ça va. Alors, mais ma perception, c'est que oui, on peut être en quête de figures qui vont rallier, qui vont exercer une influence, bien entendu, mais donc, en fait, ce qu'on désire, c'est des gens compétents, je pense, avant tout, dans le monde de la politique. Ben, dans le monde de la politique, effectivement. Et puis, qui savent, évidemment, qui ont la capacité de transmettre leur passion. Tout à fait. À ce titre-là, puis là, à ce titre-là, vous parlez de René Lévesque, il y a eu une époque aussi, l'évêque Trudeau. Alors, Trudeau, à sa façon, c'était aussi un héros. Un personnage haut en couleur, effectivement. Voilà. Qui a marqué
qui a marqué l'imaginaire, que ce soit de façon positive ou négative. Voilà. En fait, je vous amène dans ce sujet-là parce que quand on discutait ensemble en pré-entrevue puis qu'on parlait du Québec polémique, ce que je retenais beaucoup de votre démarche personnelle, puis on va en discuter, c'est la capacité qu'ont les personnes, qu'ont les individus, en fait, de développer un argumentaire. Soyez pour, soyez contre, mais dites quelque chose avec un argumentaire soutenu. Dans cet esprit-là, j'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu là, de votre Québec polémique. Ce livre, donc, qui s'intitule « Un Québec polémique », c'est évidemment le mot « Québec » est en plein cœur du titre. Donc, ça constitue l'objet principal. Pourquoi? Parce que les polémiques qui sont analysées sont toutes des polémiques québécoises. Oui. Et là, je me suis dit que c'était un portrait de la manière dont on polémique au Québec. Le corpus est en grande partie tiré des débats qui ont eu cours durant les années 90. Donc, avec en plein cœur de cette décennie le référendum. Maintenant, on déborde aussi du côté de débats plus récents, comme l'affaire Cantat. Tout à fait. Et puis, il est question aussi, il y a un chapitre un peu particulier où j'ouvre sur les blogs. Oui. C'est un nouveau phénomène, ça, où il y a des débats qui se développent dans ce contexte-là. Et donc, je me suis dit, c'est un phénomène qui mérite notre attention. Alors, donc, ça parle effectivement de débats qui ont eu cours au Québec. Maintenant, le livre a aussi un autre objet. Et au départ, la première intention derrière ce livre-là, c'était de faire un ouvrage, je dirais, théorique. Un ouvrage d'analyse du discours qui portait sur la polémique, mais dans une perspective très particulière, qui est celle des rapports de force entre les individus. Et l'intuition qui a guidé ma recherche au tout début, c'était ça. C'était ce sentiment lorsque je prenais connaissance de débats qui avaient cours dans les journaux, dans les médias, d'un phénomène qui m'a frappé, c'est la personnalisation des débats. C'est ce phénomène qui consiste à quitter le terrain des idées pour s'acheminer vers subrepticement souvent, sans trop s'en rendre compte, dans une forme de dérapage du côté d'affrontement interpersonnel. D'ailleurs, il y a un chapitre... Où l'objet du débat, ça devient les personnes impliquées et non plus un sujet... par exemple, la souveraineté du Québec. Alors, c'est un phénomène récurrent. On a eu l'occasion, on vient de vivre une campagne électorale. C'était prédominant. Alors, c'est donc, est-ce qu'un tel a magouillé à un moment donné dans sa vie? Est-ce que il a provoqué un lockout? C'est un méchant? Bon, vous voyez, je pourrais donner plein d'exemples comme ça. C'est un riche, donc évidemment, ça peut soulever certaines réactions, soit positives ou négatives. Donc, on visait beaucoup les personnes. Remarquez, certains diront que c'est de bonne guerre dans une campagne électorale, parce qu'une campagne électorale, c'est un rapport de force au départ. Il ne s'agit pas de débattre. Il s'agit de combattre, de faire avancer ses propres intérêts, de faire admettre auprès de la population la validité de ce qu'on cherche à faire, et souvent la valeur de ce que l'on est aussi comme personne. Tout à fait. Pensez à tout ce qui s'est dit sur Pauline Marois, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple. On en dit sur tous les politiciens, on dit des choses personnelles. Alors, mais Pauline Marois en particulier était peut-être plus que d'autres visée dans sa personne. Bon. Alors, parfois on se demande, mais est-ce qu'on pourrait discuter du programme aussi? Est-ce qu'on pourrait discuter du fond des choses? C'est exactement vers ça que je voulais vous amener, parce qu'en fait, il y a un chapitre dans votre bouquin qui parle de débattre ou combattre. Vous venez de dire, dans l'histoire électorale qu'on vient de vivre, dans lequel on est au plein cœur d'une certaine façon. On n'était pas nécessairement dans le débat, mais dans le débat d'idées, mais davantage dans combattre quelqu'un. Est-ce que c'est comme ça, Dominique Garand, qu'on se fait une idée comme citoyen, par exemple, ou comme individu,
pour pouvoir aller voter, là, ou pour poser une action. Est-ce que c'est en combattant ou en débattant d'idées pour avoir un argumentaire qui va se tenir d'abord d'une part? Je pense qu'on souhaite tous qu'il y ait des débats fructueux, fertiles, qui nous conduisent vers une certaine forme d'intelligence des situations. Oui. C'est ça le but d'un débat aussi, c'est la confrontation des idées avec un objectif qui devrait être partagé, d'arriver à faire évoluer les choses. Maintenant, ça, c'est une position idéale. Oui. Comme je vous le mentionnais, c'est pas ce qui se passe dans les campagnes électorales, parce que quand on est rendu à ce moment-là, au moment d'une campagne, il ne s'agit plus de débattre. On donne l'impression de débattre, mais en réalité, on est on suit ce que Habermas appelle des règles de lutte, et non pas des règles de coopération. Ceux qui débattent sont pas là pour trouver ensemble une solution. Ils sont là pour écraser l'autre le plus possible, pour se faire valoir. C'est ça, exactement. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est pas au cours des débats télévisés. On pourrait même pas parler, on devrait même pas parler de débat à ce moment-là. C'est un combat sur le ring. C'est ça, c'est une bataille de coq, bien souvent. Voilà. Et puis, mais par contre, les débats, si on cherche un vrai débat, il faut que ça ait lieu soit avant, soit après. Donc, pas juste en campagne électorale. Non, exactement, non. Surtout pas en campagne électorale. Donc, il faut se donner l'occasion aussi, lorsque les esprits sont pas trop échauffés, de se pencher sur des questions et d'essayer de... Ce qu'on fait d'ailleurs, il y a quand même des commissions qui sont mises en place, il y a des rencontres de spécialistes aussi, des consultations. Alors, mais ce que j'ai analysé, remarqué dans le livre, je dis moi, mais aussi mes deux collègues qui chacun a écrit un chapitre, ce sont des débats quand même, pour plusieurs d'entre eux, entre intellectuels. Oui, voilà. Et dans une arène qui n'était pas celle de la vie politique. Voilà. Et curieusement, même entre universitaires, par exemple, on peut observer ce glissement vers le combat, vers le rapport interindividuel. Avoir raison à tout prix. Oui, c'est ça, mais peut-être pas d'une façon aussi claire et nette que ce qu'on vit durant les campagnes électorales, mais c'est quand même quelque chose qui est visible. Alors, il y a plusieurs cas de figure qu'on s'est trouvé à analyser comme ça. Par exemple, je viens de mentionner des combats entre intellectuels, entre universitaires, sur des questions qui portent de littérature ou encore sur le concept même de souveraineté. Mais il y a aussi d'autres cas de figure qui mettaient en place un affrontement, par exemple, entre un universitaire. Bon, je vais nommer le cas en particulier, Jean Larose, qui était quelqu'un qui était assez visible à cette époque-là, au début des années 90, fin des années 80, et Pierre Foglia, une personne très connue. Et Foglia, lui, occupe une place dans les médias, les chroniqueurs, etc. Donc, il a son public, il a sa tribune. Et vous avez d'autre part Jean Larose, qui, lui, dispose d'une tribune universitaire, mais qui publie plutôt des livres que des articles dans les quotidiens. Et déjà, ça nous permettait de voir aussi comment, dans les rapports de force entre les individus, il y a d'autres composante qui entre en ligne de compte, qui est la position occupée par ces individus-là dans la société. Oui, c'est ça. Donc, le pouvoir d'influence aussi. Il y a le pouvoir d'influence, d'une part, et aussi ce qu'ils représentent aux yeux de la population en général, leur formation, leurs intérêts particuliers. Et donc, il y a une forme de fossé dans ce cas-là entre Larose et Foglia qui était là dès le départ. Ils ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Donc, alors ça, c'est un cas qui a été analysé, mais il y en a plusieurs autres. En fait, en lisant ce magnifique bouquin-là, il faut savoir que c'est un livre de référence. Je remets dans le contexte historique, là, je sais que les années 90, mais en fait, c'est tout à fait à propos maintenant, parce que ça nous permet d'avoir une lecture des événements après coup, mais de se dire aussi, bon, comment je peux me faire un argumentaire? Je reviens à ce que vous disiez, d'une certaine façon, donc si on n'attend pas qu'il y ait les débats télévisés et les médias sociaux et tout ça là, pour nous alimenter, en fait, est-ce que ça revient pas au fait que le citoyen devrait être premier responsable, en fait, de se développer à ce niveau-là, de se faire sa propre idée, et puis d'une certaine façon, d'aller
lire les plateformes électorales, par exemple, d'en parler avec les amis, de créer des occasions, en fait, pour débattre d'idées plutôt que de se combattre et puis de plus se parler après. Oui, il y a une responsabilité qui incombe à chaque individu, à tout citoyen, bien entendu. Notre ouvrage, c'est un appel aussi à prendre conscience d'un certain nombre de phénomènes qui font en sorte que les débats tournent court, souvent qu'on arrive dans des cul-de-sac. Oui. Donc, si on souhaite qu'un débat soit fructueux, qu'il nous conduise ailleurs que dans un simple affrontement, là, c'est-à-dire qui nous permettent de construire quelque chose. À ce moment-là, je pense que notre ouvrage identifie un certain nombre de procédés qui peuvent aller à l'encontre de ce désir-là. Et je parle d'écueils, par exemple. Oui, tout à fait. Et il y a des pièges aussi dans la polémique auxquels on peut succomber. Maintenant, l'envie d'effacer l'autre d'une certaine façon. Oui, mais c'est subtil parfois. C'est ça, c'est sauver la face. Et puis, et ça, évidemment, c'est dans la structure même des échanges publics. Lorsqu'on débat en privé, évidemment, on peut plus facilement accepter que l'autre ait raison. On peut lui dire, par exemple, voilà, tu m'as convaincu, j'étais dans le champ. Voilà. Parce que, évidemment, on n'a pas à sauver notre image aux yeux du public. Ça, il faut être conscient aussi que le fait que les débats soient publics, ça entraîne un certain nombre d'attitudes qui favorisent pas toujours un débat sain. Maintenant, il faut vivre avec ça aussi. Donc chacun, oui, effectivement, doit développer cette faculté-là de débattre de façon la plus intelligente possible, la plus articulée possible. Maintenant, bon, c'est un vœu pieux. Nous, il y a une forme de militantisme, je vous le cacherai pas dans notre livre, mais bon, à petite échelle. Mais c'est pas quelque chose qui va tout de suite transformer la situation, mais c'est une forme d'appel, effectivement, qui est lancé à tout lecteur là, qui prendrait la peine de lire ce livre-là pour faire réfléchir sur cette pratique qui est celle de la polémique. Puis se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de polémiquer ou est-ce qu'on tourne toujours en rond lorsqu'on discute? Voilà. Mais en fait, puis vous faisiez le lien avec la vie privée, mais même dans la vie privée, est-ce qu'on ne devrait pas parfois être capable de dire, OK, donne-moi un argumentaire qui va se tenir. Souvent, on va le personnaliser, on se dit, bon, c'est dans la vie privée. Mais en fait, c'est du même acabit aussi, d'une certaine façon. Oui, il y a une disposition d'esprit qui mérite d'être développée. Oui. Et puis, évidemment, nous, on encourage ça dans le livre. Quoique, c'est pas un livre, c'est pas un livre pratique sur la polémique. Il faut bien s'entendre là-dessus. C'est un livre d'analyse avec la mise en place d'une méthode d'analyse aussi. Bon, et puis, ça peut nous informer sur l'histoire des idées au Québec à une certaine période, pendant cette période que j'ai identifiée tout à l'heure. Donc, les historiens pourraient y trouver leur compte. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que pour nous, c'est un ouvrage qui lance un mouvement de pensée, mais qui doit pas s'arrêter là non plus. C'est pas un ouvrage définitif. Je pense qu'on met en place un certain nombre de choses qui pourraient intéresser, je disais, les historiens, le simple citoyen aussi, qui veut comprendre un peu comment fonctionnent les débats, et puis le philosophe aussi, parce que les questions de l'éthique, de la discussion, c'est une question philosophique, ça aussi. Par exemple, des questions philosophico-morales, si on peut dire. Est-ce que l'argument ad hominem, c'est un terme qu'on utilise en rhétorique pour identifier ces arguments qui visent la personne de l'autre et non pas ses idées. Est-ce que c'est valable? Est-ce que... et là, il y a différents contextes. Nous-mêmes, il y a toute une discussion qu'on a menée là-dessus pour montrer que dans certains cas, c'est justifié. Et bon, dans d'autres, moins. Et donc, ça, c'est des questions qui relèvent de la philosophie aussi, de la philosophie de la communication. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que une fois qu'on a lancé cette perspective qu'on a mise en place, que ce soit relayé par la suite, que la réflexion sur ce sujet-là soit approfondie. Mais qu'on apprenne à réfléchir. Moi, ce que je retenais beaucoup, c'était qu'on soit capable de se faire une tête, une idée, en se laissant influencer par l'autre, en influençant l'autre aussi, qu'il y ait cet espace-là intersubjectif, puis qu'on puisse développer notre pratique réflexive d'une certaine façon, sans tout prendre d'emblée, d'une certaine façon, sur Facebook ou ailleurs, ou etc. Oui, bien, une des choses qui est très particulière, quand vous parlez
de réflexion, c'est que le premier geste éthique consiste à regarder un peu nos intentions lorsqu'on débat. Est-ce que l'intention est de comprendre quelque chose, de rendre intelligible une situation, de faire avancer notre compréhension des choses, ou bien si c'est tout simplement de s'affirmer soi-même, d'avoir le dessus sur l'autre. Bon, vous voyez, il y a toutes sortes de motivations. Et parfois, c'est mélangé. Parfois, on a l'impression qu'on défend une cause qui nous tient à cœur, mais en réalité, à travers cette cause-là, c'est une affirmation de soi, ce qui est pas mauvais. Il ne faut pas moraliser non plus là-dessus. Mais je pense que d'en être conscient, c'est ce que j'appelle un premier pas vers une réflexion éthique. Et à partir du moment où on est capable de braquer un miroir devant soi et de voir comment on agit, qu'est-ce qui nous motive. À ce moment-là, je pense qu'on peut aller plus loin dans la discussion. Et on peut amorcer un dialogue qui va être plus authentique avec l'autre. Dominique Garand, c'est incroyable le temps, comment il passe vite. J'aurais plein de questions pour vous. Je vais être obligée de vous réinviter. J'en suis persuadée. je vais devoir vous réinviter. Alors là-dessus, on va passer à une pause. Merci beaucoup, Dominique Garand. Ça me fait grand plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Alors, nous sommes de retour pour le volet événement. Pour mieux planifier votre agenda cette semaine, peut-être vous dire dans un premier temps que je suis allée il y a 2 semaines en fait, à la soirée de poésie Je t'entends de loin. Magnifique soirée où on a pu entendre de grands poètes, entre autres Normand de Bellefeuille, Roger Desroches, Patrick Lafontaine, Yves Préfontaine, etc. Une soirée absolument extraordinaire. Je vous invite très certainement à aller voir sur le site Facebook, entre autres, de Motamo. Je vais y déposer là, des livres de poésie à ce sujet-là. Lancement de livres. La semaine dernière, je suis allée à Sherbrooke, en fait, rencontrer une jeune auteure qui s'appelle Chantal Brossard, qui a, en fait, publié pour une première fois. C'est un premier bouquin qui va faire ensemble sur la trilogie du Si, le tome 1, La Confidence. Chantal Brossard est une dame absolument extraordinaire, pleine d'imagination, et elle nous amène dans tout un monde de Marie-Sophie, qui est une jeune fille de 14 ans. C'est à lire absolument. Il y a les 2 prochains tomes qui vont sortir prochainement. Je vous reviendrai là-dessus, puis on pourra peut-être l'inviter aussi. Autre lancement de livre, Raymond Paul, Léa devant la mer aux éditions Druide dans la collection Écart. J'ai pas pu me rendre sur place, mais c'est un livre qui est sur ma table de chevet présentement et vraiment, c'est un petit bijou, un vrai plaisir. Cette semaine, alors 2 magnifiques expositions. Entre autres, demain soir, je vais me rendre à l'exposition Tableau photographique de Marcel Lahaye. C'est un grand photographe au Québec qui fait des choses absolument extraordinaires. Donc, demain, c'est pas vrai, cette semaine. Alors, le 9-10 avril, vous allez pouvoir vous rendre, en fait, chez Pierre et Roche, sur la rue Follum. Le vernissage, c'est le 9 ou le 10 avril, là, quelque chose comme ça. Marcel Lahaye fait partie des photographes pour qui la photo sert non seulement à reproduire la réalité, mais aussi à créer des univers irréels. C'est vraiment fabuleux. C'est toute la semaine. Alors, allez voir ça. Autre exposition, et puis là, ça va... Marc-André, ça va vous dire quelque chose. Alors, du 8 au 13 avril, le duo Muse à Nu. C'est un voyage érotique des mots jusqu'aux images. Le photographe, c'est Jean-Claude Collet et Brigitte Meloche qui fait de la poésie érotique. Le vernissage est le 11 avril. 25 avril, il me reste un petit peu de temps encore. 25 avril, Alexandrine Agostini qui lit encore une fois la magnifique, la merveilleuse Suzanne Jacob. Donc, le 25 avril, vous allez voir sur les sites Internet, vous allez trouver ça. Le nombre de places est limité. Très intéressant. Je suis allée à quelques reprises, vraiment super bien. Le prochain party pyjama littérature, le 25 avril également, au profit de, je ne me souviens pas quelle fondation, malheureusement, mais allez voir ça là, sur le web, il n'y a pas de problème. Ça va être déposé de toute façon sur le Facebook de Motamo. Ah, c'est excellent. Parfait.
Merci à nos auditeurs pour leur fidélité. J'ai reçu tout plein de messages depuis à peu près 2-3 semaines. J'écris à chaque fois, je donne des références. Et puis, il y a des belles surprises qui s'en viennent, évidemment. Donc, sur Facebook, à mot ou à mon courriel privé, turgeon_, Nathalie @outlook.com. Mon Dieu, que ça a passé vite. C'est incroyable, Marc-André. On fait un dernier salut à M. Garand. Merci d'être venu, M. Garand. Tout le plaisir était pour moi. Je vous remercie de l'accueil. Oui. Merci à vous. Merci beaucoup. On se reparle prochainement. Alors, à chacun de vous, une excellente semaine et bonne lecture. Vous êtes à la chronique du Conseil au 102.3 FM Radio Centre-Ville pour l'émission Les Contes à rendre.